beside the sea. La deuxième étape de notre voyage nous amène à visiter le trio du Kansai, Kyoto, Nara et Osaka. Des trucs pointus là. Tout à fait Alain. Kyoto, Osaka et Nara forment un triangle et ils sont chacune à 45 minutes l'une de l'autre en train. Donc j'ai choisi de m'arrêter plusieurs jours à Kyoto, de faire les allers-retours sur Nara et Osaka. On est pas mal, je pense que c'est une bonne idée et franchement si je dois vous conseiller de faire quelque chose, je pense que c'est ce que je vous conseillerais aussi de faire. Pour l'instant on est à Kyoto et je suis en ce moment même sur le chemin de la philosophie en direction du pavillon d'argent. Ce sera les deux premières choses que je vais vous faire visiter et ce que je vais vous montrer de Kyoto. Le chemin pédestre le long de la rivière Biwako-Sasui doit son nom au philosophe Kitaro Nishida qui s'y promenait très régulièrement au début du XXe siècle pour sa méditation quotidienne. Les cerisiers y sont plantés sur l'intégralité des berges de la rivière. Il faut environ 30 minutes pour parcourir l'ensemble du chemin, mais je vous conseille de ne pas compter votre temps et de profiter de la balade pour vous émerveiller de chaque recoin. Il faut croire que les Japonais sont spécialisés dans les lieux photographiques et il est très fréquent d'y croiser de jeunes mariés y faire des photos. Et si vous prenez le temps de manger dans les environs du chemin, vous pouvez tomber sur des petites pépites qui servent un curry délicieux et qui savent vraiment mettre les fleurs en avant. La fin de cette balade nous mène tout droit vers le pavillon d'argent et son emblématique nid d'oiseau. Il est magnifique. Clairement, il est vraiment beau. Alors je suis désolé, ok d'accord, c'est pas beau de se moquer des personnes qui ont une calvitie, mais là je pouvais pas faire autrement, c'est vraiment très drôle, on est d'accord. Bon allez, plus sérieusement. Le pavillon d'argent a été construit en 1482. Il n'a jamais été recouvert d'argent à cause d'une guerre qui a éclaté en 1467 et qui a forcé le shogun de l'époque à stopper les travaux. Laissé nu à la fin de la guerre, il est considéré aujourd'hui comme un symbole du raffinement dans la simplicité propre au bouddhisme zen. L'enceinte du pavillon d'argent possède un jardin de pierre et de sable, dont le tas en forme de cône symbolise le mont Fuji. Et un terrain arboré, sans cerisier malheureusement, mais avec quand même des arbres et de très jolies fleurs, qui débouchent sur une vue panoramique du temple et du nord de Kyoto. Et stop! Est-ce que vous le voyez? Ils sont 3. C'est facile. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Regardez bien. Oui, ils sont là. Ok, ces 3 cerisiers ne sont pas techniquement dans l'enceinte du pavillon d'argent, mais j'ai réussi à avoir un plan avec le pavillon d'argent et un cerisier. C'était pas donné d'avance, je suis assez content de moi. Parmi les temples de Kyoto, l'un d'entre eux mérite d'être visité la nuit. C'est le Yasaka Shinja dans le quartier de Gion. Érigé en 876, il est connu notamment pour ses très nombreuses lanternes et il est dédié au dieu de la mer, le Kami Susanoo. Les alentours du temple sont bordés de petits sanctuaires où les Japonais aiment prier en petit comité loin de la foule de touristes. Attenant au temple, le parc Maruyama Koen accueille en avril de nombreux stands pour fêter le Hanami. Les cerisiers y sont omniprésents et les espaces de pique-nique sont aménagés spécialement pour accueillir le plus de monde possible. Et le parc est également connu pour son gigantesque cerisier pleureur qui nous donne une raison de plus de visiter le temple la nuit lorsqu'il est éclairé. Sur ces images, il est 8h du matin à l'ouverture du site. Et comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde. Et pour cause, je vous présente le pavillon d'or. De son nom japonais, le Kinkakuji, ce temple bouddhiste a commencé sa construction en 1397. C'est le shogun de l'époque qui veut le faire recouvrir d'or
afin d'y accueillir plusieurs reliques bouddhistes. Malheureusement, le bâtiment originel est incendié en 1950. Et même s'il a été reconstruit à l'identique en 1955 et rénové avec une couche d'or 5 fois plus épaisse en 1987, il a perdu son titre de trésor national car n'était plus d'époque. Mais nous sommes d'accord sur le fait que sa destitution n'enlève en rien sa beauté actuelle. Je vais maintenant vous parler d'un sanctuaire que tout le monde connaît. C'est le sanctuaire Otori Vermillon. Son nom, c'est le Fushimi Inari Taisha. C'est un sanctuaire shintoïste qui est consacré au culte de la déesse Inari, protectrice des céréales et plus particulièrement du riz. Il y a environ 30 000 sanctuaires au Japon qui sont dédiés au culte de la déesse Inari et celui-ci est de loin le plus grand. La construction de ce sanctuaire a commencé à partir de 711. Il englobe l'intégralité de la montagne Inari, dont le sommet se situe à 233 mètres d'altitude. Alors ok, comme montagne on a déjà vu plus grand, je vous l'accorde, mais pour atteindre son sommet, il faut grimper. Grimper. Et encore grimper des allées d'escalier assez raides. Après une balade d'environ 2 heures, on se retrouve au plus haut point de la montagne. Et rien du tout. Pas de vue panoramique, pas de confetti pour saluer notre courage, rien. Juste un petit panneau et un petit temple qui vous indique que vous êtes arrivé au sommet. Mais ça vaut vraiment le coup d'y aller, ne serait-ce que pour prolonger l'expérience dans ces torii vermillons. Parce que oui, les torii ont un sens. Ils représentent le passage du monde physique au monde des esprits. À l'aller, nous nous dirigeons vers les temples et donc vers le monde spirituel, et les torii sont quasiment vierges. Mais au retour, lorsque nous retrouvons le monde matériel, ils sont gravés du nom à qui appartient cette porte. Quel que soit le propriétaire, particulier ou entreprise, pour posséder un torii dans ce sanctuaire, il faut le payer. Il est considéré comme une offrande, et une fois installé, il représente le symbole de la protection de la déesse Inari pour assurer prospérité et réalisation des souhaits de son propriétaire. Dans le sanctuaire, on compte plus de 10 000 portes et elles peuvent avoir des tailles très différentes. Ça va de la plus grande à la plus petite. Mais elles sont toutes considérées comme sacrées. Pour visiter le sanctuaire et surtout espérer prendre des photos avec peu de visiteurs, je vous conseille de vous y rendre dès 7 h du matin. Il y fait frais, très frais même. D'ailleurs, je m'amuse un petit peu trop, je trouve. Il est content. Mais une fois bondé, le site est quand même beaucoup moins féerique. Avant d'aller visiter Nara et Osaka, je voulais vous partager mon coup de cœur à Kyoto. C'était un petit temple en fait, je m'y attendais pas, enfin c'est quand même un gros temple, mais clairement c'était pas ma priorité. Et j'ai découvert qu'il y avait un petit jardin, alors certes payant à 600 yens, mais clairement, moi qui suis venu voir des sakuras, j'ai été servi et je vais vous le montrer tout de suite. Le Heian Jingu est la reproduction au 5/8e du palais impérial Heian du temps où Kyoto était la capitale du Japon. Il a été construit en 1895 à l'occasion du 1100e anniversaire de la création de Kyoto. Pour comprendre le nom de ce temple, il faut savoir que l'ancien nom de Kyoto était le Heian Kyo. Comme beaucoup de temples au Japon, celui-ci fut détruit par les flammes en 1976 et reconstruit 3 ans après grâce aux donations publiques. Ça nous donne une bonne idée sur l'importance des temples dans la culture japonaise. Mais la pièce maîtresse de ce sanctuaire reste son jardin. Et c'est de loin mon coup de cœur de Kyoto. Il s'étend sur 30 000 m² et dégage un sentiment de paix et de sérénité. Les cerisiers y sont très nombreux et leur agencement invite à s'y promener très lentement.
En plus des cerisiers, le jardin compte un grand nombre d'érables qui doit le rendre aussi beau en automne qu'au printemps. Le jardin principal débouche sur un lac et un pont en bois magnifiques tous les deux, et comme souvent à Kyoto, une photo y devient très facilement parfaite. Il n'y a pas 150 endroits à visiter à Nara. Pour les temples, il y a Kyoto, pour la ville, il y a Osaka, et Nara est finalement une petite ville. Mais il faut impérativement y aller, ne serait-ce que pour une chose, son sanctuaire, le Todaiji. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est que la porte de l'enceinte, pour vous donner une idée de la taille de ce qu'il y a derrière. La grande spécificité de ce temple, c'est qu'il abrite le deuxième plus grand Bouddha du Japon, et le plus connu. Et vous allez voir pourquoi, je vous y emmène, et on va faire un petit descriptif parce que ça en vaut vraiment la peine. Le Todaiji accueille le deuxième plus grand Bouddha du Japon et il date du 7e siècle. Du haut de ses 18 mètres, il pèse 250 tonnes de bronze. Derrière lui sont représentés 12 Bouddhas qui ont été façonnés de telle façon que malgré la perspective, ils paraissent tous de taille identique lorsque l'on se retrouve au pied de la statue. Il est entouré de 2 Bouddhas plus petits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et derrière eux se tiennent fièrement leurs gardiens. Il existe également un trou dans un des piliers porteurs qui assure à celui qui saura le traverser de trouver l'éveil dans sa prochaine vie. Malheureusement, à cause du Covid, le trou a été protégé pour éviter d'être utilisé. Enfin, on retrouve des maquettes des différentes constructions qui ont accueilli le Bouddha. Son histoire étant très complexe, sachez juste que le bâtiment actuel a été reconstruit pour la dernière fois en 1692 après un incendie. C'est d'ailleurs la plus grande construction en bois du monde. Petit détail amusant, toutes les constructions ont un point commun. Il existe des fenêtres en face du Bouddha pour lui permettre de contempler l'extérieur lorsqu'elles sont ouvertes, que ce soit sur les modèles anciens ou sur le plus récent. Lorsque je disais que le Todaiji était la seule attraction de Nara, ce n'était pas tout à fait vrai. Il y a aussi le parc qui est juste attenant au sanctuaire et où vit des cerfs en liberté. Regardez, je suis ici. Yep. Salut. Finalement, le seul vrai problème de cette pratique, c'est qu'il y a environ 5 ans, il y a eu des soucis avec un cerf qui a blessé un touriste. Et donc la municipalité a tout simplement décidé de couper les bois des cerfs. On se retrouve avec des biches et des cerfs avec des bébés cornes, mais elles sont tout de suite coupées dès qu'elles deviennent trop dangereuses. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut encore une fois, mais c'est vrai que rien que pour ça, c'est à ce moment-là que l'impact de l'homme finalement, je trouve, se voit un petit peu plus que d'habitude. Ben voilà, Nara c'est fini, ça a été court mais intense, donc on va pouvoir passer à Osaka maintenant. Allez, c'est parti. Pendant mon passage à Osaka, je me suis concentré sur 2 lieux emblématiques. Le premier est le Dontobori. Cette rue commerçante est constituée de 2 allées. La première suit le canal de Yori, où l'on peut apercevoir le fameux Running Man de Glico. Glico est une marque de confiserie japonaise qui a installé son enseigne en 1935. Pour la petite histoire, l'enseigne a déjà été changée 6 fois depuis, au gré des événements nationaux et autres commémorations. L'autre allée est celle des restaurants et autres activités nocturnes, avec ses énormes enseignes et ses jeux de lumière incroyables. L'enseigne la plus connue, et la plus ancienne aussi, est celle du restaurant de crabe, le Konidaroku. Depuis que ce restaurant a installé son enseigne articulée en 1962, beaucoup l'ont imité avec plus ou moins de goût. Le deuxième lieu à ne pas rater à Osaka est le château de la ville.
Pour être tout à fait honnête, je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour ne pas filmer ce château, mais j'en ai quand même fait quelques photos que je vais vous laisser admirer. La construction du château débute en 1583 et va durer 15 ans. Son histoire est très complexe et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez seulement qu'il a joué un rôle extrêmement majeur durant l'unification du Japon au XVIe siècle, notamment lors du siège d'Osaka en 1614 et en 1615. Il a également frôlé la destruction après des années de négligence en 1843 et a été partiellement endommagé par les raids aériens américains lors du bombardement d'Osaka durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le château se porte extrêmement bien et il constitue l'une des attractions majeures de la ville d'Osaka. La transition est toute faite, puisque maintenant que nous avons terminé de visiter le triangle du Kensei, nous allons nous diriger dans la 3e vidéo, un petit peu plus au sud, dans une ville que la Seconde Guerre mondiale n'a absolument pas épargnée. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.